Bienvenue à ce cycle de conférences consacré à l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Dans cette conférence, j'examinerai le comportement de la Société Saint-Jean-Baptiste durant la crise économique des années 1930. Il faut comprendre au départ que dès le début du 20e siècle, la Société canadienne-française fait face à des mouvements de population et on assiste alors au dépeuplement des campagnes au profit des centres urbains. Les soldats démobilisés après la Première Guerre mondiale reviennent au pays et ont de la difficulté à se trouver du travail. Et le taux de natalité est en baisse, de même qu'il y a un afflux important d'immigrants. Ces phénomènes seront donc perçus comme des menaces à la survie de la nation parce qu'ils affaiblissaient le poids démographique des francophones au Canada. Ainsi, les Canadiens français représentaient 30 de la population canadienne en 1901 et en 1921, ils ne représentent plus que 27 de la population canadienne. Moins il y a de Canadiens français, moins il y a d'influence dans les institutions politiques. La crise de 29 va donc accroître le sentiment de désarroi et d'insécurité des francophones. On a d'ailleurs qualifié cette crise mondiale d'année noire et les effets de la dépression seront terribles. De 1929 à 1933, la production diminue de 45. Les employés dans l'industrie manufacturière sont en baisse de 24 et les salaires sont en baisse de 40. Au Québec, le taux de chômage atteint 27 et à Montréal, il y a environ un tiers de la population qui vit du secours direct, qui étaient les services sociaux de l'époque, qui étaient versés sous forme de bons échangeables chez les commerçants pour acheter de la nourriture, des vêtements et des biens de première nécessité. La crise va aussi avoir un impact majeur sur le plan de l'évolution de la pensée économique et sociale, parce que à cette époque, c'est la théorie de Keynes sur le welfare state qui va être mise en œuvre par l'État canadien, tout comme par des États comme la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Alors, il s'agit essentiellement de mobiliser les ressources de l'État et de s'en servir comme régulateur de la croissance économique en relançant, par exemple, la demande par des allocations aux individus. Ce phénomène va évidemment avoir des répercussions sur la politique canadienne puisque l'État fédéral va devenir le moteur de la croissance économique et va de plus en plus intervenir dans la vie économique et sociale. À titre d'exemple, je peux citer la création de la Commission nationale sur l'emploi en 1938, qui est suivie par une commission d'enquête sur les relations fédérales provinciales en 1940. Et donc, les nationalistes sont donc confrontés à un nouveau problème ou une nouvelle réalité. Ce sont les interventions de l'État fédéral qui mettent en cause le fameux principe si sacré de l'autonomie provinciale. La crise a des effets non seulement économiques et politiques, mais aussi elle a des effets intellectuels, puisqu'il y aura des nouvelles idéologies qui vont s'affronter dans l'espace public. Le communisme, le corporatisme et le fascisme vont devenir des éléments de débat et vont donc orienter les différents mouvements sociaux. Il faut bien dire ici que les nationalistes n'acceptent ni le communisme ni le fascisme. Ils vont donc se réfugier derrière un modèle qu'on appelait à l'époque le modèle corporatiste qui s'inspirait de la doctrine sociale de l'Église. Donc la pensée économique des nationalistes n'avait pas beaucoup de solutions concrètes à offrir pour combattre la crise économique. Bon, on a vu dans une précédente conférence qu'on avait préconisé
le retour à la terre dans les années 20 pour inciter les chômeurs à s'exiler en Abitibi sur des terres plutôt ingrates. Et on a vu aussi que cette politique de retour à terre était en quelque sorte la réponse des gouvernements Taschereau et Duplessis aux effets de la crise. À cet égard, je vous rappelle l'incident cocasse des culottes à Vautrin. Vautrin étant un ministre libéral qui s'était acheté avec les fonds publics des culottes pour aller visiter les colons en Abitibi. Et ça avait été dénoncé par Maurice Duplessis au comité des comptes publics. Alors, la Société Saint-Jean-Baptiste, elle, durant cette crise, est elle-même victime d'une crise financière parce que les cotisations des membres baissent, les gens n'ayant plus d'argent, les déficits s'accumulent à la revue nationale et on est même obligé de suspendre la publication. L'Oiseau bleu, l'autre publication destinée aux enfants, ne fait pas ses frais et les salles du Monument national se louent moins bien, de sorte que les fonds n'entrent pas à la société. Celle-ci connaît donc une disette, accumule des déficits et doit restreindre ses dépenses. On est même obligé, en 1933, de renoncer à l'organisation de la fête nationale, faute d'argent et de commanditaires. Un des effets de cette crise économique sera aussi d'exacerber les tensions intercommunautaires à Montréal tout particulièrement. Dans les discours, les nationalistes dénoncent l'immigration massive comme étant une tentative du Canada anglais de réduire l'importance démographique des francophones au Canada. C'est une obsession de la pensée nationaliste, de maintenir un équilibre entre le Canada anglais et le Canada français sous le rapport démographique. Et ce qui est un peu particulier durant cette crise, c'est que le chômage n'affecte pas seulement les milieux ouvriers, il affecte aussi les jeunes professionnels canadiens-français qui sont à l'époque victimes de discrimination dans la fonction publique parce qu'ils n'ont pas accès au poste de direction sur la scène fédérale. Et donc, ça va entraîner l'émergence d'un nouveau mouvement qui va s'appeler le Mouvement des Jeunes Canada, qui va publier le 2 février 1933 un manifeste qui aura beaucoup de retentissement. Ça s'appelle le Manifeste de la jeune génération et c'est dirigé par des intellectuels qui vont jouer un rôle très, très important après la Deuxième Guerre mondiale. Je veux parler ici d'André Laurendeau, de Gérard Filion et de Pierre Dansereau, le célèbre écologiste. Et ce manifeste traduit en fait le sentiment d'injustice et d'incertitude face à l'avenir. Alors, c'est un discours très mordant. Les jeunes générations, disent-elles, n'acceptent plus la gouverne des moutons, estimant que les Canadiens français avaient jusqu'à présent été gouvernés comme des moutons. Et les discours publics vont être prononcés dans une célèbre assemblée au Jésus le 6 mars 1933, soirée à laquelle d'ailleurs participent les ténors du mouvement nationaliste comme Édouard Montpetit, Lionel Groulx, Oliver Asselin et le sénateur Béhic. 2000 personnes assistent à cette manifestation et on y signe un document, un manifeste qui va recueillir 70 000 signatures. Ces données montrent que le mouvement intellectuel était à cette époque assez significatif. Et donc, c'est à l'occasion de cette manifestation de la jeune génération que va s'exprimer le phénomène de l'antisémitisme. Ces orateurs qui interviennent au Jésus dénoncent les politiciens parce que ceux-ci sont asservis aux intérêts de la communauté juive. Ils leur reprochent à ces politiciens de se préoccuper du sort des Juifs qui sont persécutés, mais de se désintéresser du sort des minorités catholiques en Ontario, au Manitoba et en Saskatchewan, et de ne pas avoir pris les moyens de corriger les injustices dont ces communautés francophones ont été victimes. C'est évidemment, cet antisémitisme est une manifestation
une réaction à la domination économique dont sont victimes les Canadiens français. On pratique ici, bien sûr, la politique du bouc émissaire. Devant les menaces à la survie collective, on cherche à s'affirmer, non pas en s'attaquant aux causes réelles de la domination, mais en s'attaquant à d'autres communautés qui sont encore plus minoritaires et plus faibles que la communauté canadienne-française. Donc, voilà le contexte de l'époque et c'est dans cet esprit que la Société Saint-Jean-Baptiste, le 24 novembre 1938, va adopter une résolution qui, dans un premier temps, regrette la persécution que subissent les Juifs en Allemagne, mais qui, dans un deuxième temps, s'oppose à l'immigration juive parce que, ici je cite, parce que, dit-on, les Juifs ne sont ni des colons ni des cultivateurs, mais ils sont surtout des citadins et des commerçants. Je ferme les parenthèses. Cette attitude est un effet de la conjoncture socio-économique où les professionnels canadiens-français entrent directement en concurrence sur le marché du travail avec ces nouveaux arrivants. Le spécialiste de la communauté juive au Canada, Pierre Anctil, explique que cette forme d'antisémitisme au Canada français est le fait de la concurrence que les Juifs exercent dans le domaine du petit commerce et des professions libérales, domaines qui étaient ceux privilégiés par les Canadiens français qui n'avaient pas accès, je le rappelle, au grand capital, à la grande entreprise et aux grandes entreprises commerciales. Donc, les attitudes antisémites qui ont existé, toutefois, ne faisaient pas l'unanimité chez les nationalistes canadiens-français. Et Anctil rappelle que, par exemple, les Canadiens français n'ont pas été influencés par le nazisme ou le fascisme préconisé par le parti d'Adrien Arcan. On peut donner un élément de preuve de cette méfiance ou distance à l'égard des solutions, disons, d'extrême droite, dans la mesure où la Société Saint-Jean-Baptiste a pris ses distances vis-à-vis le parti d'Arcan en refusant de lui louer les salles du Monument national pour organiser des manifestations. Il est évident que la bêtise des uns n'excuse pas la bêtise des autres. Et les sentiments anti-juifs n'étaient pas le propre de l'intelligentsia canadienne-française, puisqu'on retrouvait ces sentiments très forts implantés au Canada anglais. Une auteure qui s'appelle Lita Rose Betcherman a montré dans un ouvrage intitulé The Svastika and the Maple Leaf que dans le reste du Canada, l'antisémitisme est encore plus fort et implanté qu'au Québec et que même les milieux politiques libéraux d'Ottawa ont été très complaisants à l'égard des antisémites. Je rappelle aussi que le premier ministre de l'époque, Mackenzie King, est allé rencontrer Adolf Hitler en juin 1937 et il l'avait comparé à un libérateur de peuple, c'est tout dire. Enfin, rappelons tout de même, parce que les faits comptent, que l'Université McGill imposait des quotas à l'admission des Juifs à l'université, ce que ne faisait pas l'Université de Montréal et ce qui permettait à de nombreux jeunes Juifs d'aller poursuivre des études supérieures en français à l'Université de Montréal. Alors, la seule solution concrète qui a été mise de l'avant, à part le retour à la terre, ce fut la stratégie de l'achat chez nous, où la Société Saint-Jean-Baptiste a joué un rôle de leadership. C'est le Conseil général de la Société qui a créé en 1933 un comité de l'achat chez nous qui devait encourager le nationalisme économique. Et la Ligue d'achat chez nous fut créée en 1934. Cette ligue réunissait des représentants des milieux d'affaires canadiens-français et son but était de développer la solidarité économique des Canadiens français. On s'inspire ici des travaux d'Esdras Mainville qui avait légitimé l'action économique
en disant que l'enrichissement collectif était nécessaire pour assurer la survie de la nation. Et donc, on a tenté de mobiliser la force du nombre pour favoriser le développement économique des Canadiens français. D'ailleurs, quand on préconise l'achat chez nous, on s'inspire des pratiques courantes chez les Canadiens anglais et chez les Juifs. Et je cite ici une déclaration. Rares sont, par exemple, les Anglais qui achètent chez les Canadiens français, plus rares encore les Juifs. Ils ont comme principe d'aider leurs compatriotes. Là est un des principaux facteurs de leur prospérité. Je ferme les guillemets. Donc, on pensait que c'est par la solidarité économique que pouvait advenir le développement économique des Canadiens français. Cette politique devait encourager les entreprises, les industries canadiennes françaises et surtout les commerces canadiens français. On disait que sans l'achat chez nous, il était impossible de conquérir notre indépendance économique et que celle-ci était nécessaire au progrès de notre nationalité, voire à la survie de la nation. Donc, on voulait susciter un réveil national en matière économique pour, disait-on, demeurer maître chez nous. Alors, on prend beaucoup de précautions dans les milieux nationalistes pour justifier cette politique de l'achat chez nous. On précisait qu'il n'y avait aucune intention xénophobe derrière ce mouvement et qu'il ne s'agissait pas d'un cri de guerre contre les autres groupes ethniques, mais il s'agissait d'une mesure défensive qui permettait de favoriser les entreprises canadiennes-françaises. On rappelait ici des préceptes assez populaires, bien connus. Charité bien ordonnée commence par soi-même, mais aussi traitons les autres comme nous voudrions être traités. Et on justifie cette politique d'achat chez nous en se référant à des mouvements semblables qui existaient en France et en Grande-Bretagne, où il y avait des campagnes pour acheter français ou buy British, et les Américains étaient aussi champions dans ce domaine avec le Buy America. Mais on est prudent. Et on est très craintif. On ne veut pas s'exposer aux accusations d'antisémitisme et d'anglophobie. Alors, on explique ici que le secrétaire de la Ligue pour l'achat chez nous, qui s'appelle Fernand de Herne, écrit à ce sujet, il ne faut pas monter qui que ce soit contre notre groupe ethnique. Il faut travailler discrètement, car le bruit ne fait pas d'ouvrage, dit-il en conclusion. Donc, l'achat chez nous, oui, il faut encourager les commerces canadiens-français, les entreprises canadiennes-françaises, mais on ne préconise pas l'exclusivisme. Si on achète dans nos entreprises, il faut que ce soit à prix et à qualité égale. Et si ce n'est pas le cas, il faut acheter chez les marchands des autres nationalités. Donc, on trouvait inconcevable et même injuste que les Canadiens français avaient un pouvoir d'achat d'1 milliard de dollars par année et qu'ils ne dépensaient que 200 millions dans les commerces de la nationalité canadienne-française, dans les commerces canadiens-français. Et donc, il faut aussi rappeler quel est le contexte de cette époque, parce que c'est dans les années 30, le début, l'introduction des magasins à chaîne qu'on appelait les chain stores, et ces magasins ayant des succursales aux États-Unis et au Canada avaient des possibilités financières dont ne disposaient pas les petits commerçants canadiens-français. En particulier, c'est l'époque où l'achat se fait par catalogue. Et donc, publier des catalogues, c'est coûteux et ce n'était pas à la portée de tous les commerces canadiens-français. Donc, il y avait une concurrence féroce pour capter le pouvoir d'achat des Canadiens français et ceux-ci, dans leur grande majorité, favorisaient des entreprises qui n'étaient pas canadiennes françaises. Alors, dans un tel contexte, le mouvement de
l'achat chez nous, visait l'éducation populaire, visait à sensibiliser les Canadiens français aux questions économiques et surtout aux conséquences de leur comportement de consommateur. On commence à comprendre que le commerce, la dépense pour acheter des biens, c'est un élément important dans le développement économique. Et on veut donc que les Canadiens français encouragent des entreprises canadiennes françaises. Alors, les moyens d'action utilisés sont évidemment des conférences publiques. On publie des affiches publicitaires pour encourager les Canadiens français à acheter dans des commerces francophones et on publie aussi des bottins de marchands francophones. Alors, je cite toujours le secrétaire de cette ligue qui écrit, en d'autres termes, nous demandons aux nôtres de faire ce que font les autres groupes de ce pays, de prendre exemple sur eux, assurer que c'est à cette condition seulement qu'il y aura une réelle collaboration entre les différentes parties du Canada. Quelle que soit notre origine ethnique, nous devons assurer notre patronage aux nôtres dans la localité où nous habitons, dans la région et dans notre province. La Ligue, donc, était une organisation qui regroupait différentes organisations, dont la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, l'Association catholique de la jeunesse canadienne française, les Jeunes Canada et la Ligue d'action nationale. Alors, on voit bien que les nationalistes sont un peu désorientés pour combattre les effets de la crise. Ils misent sur des solutions dont l'efficacité n'est pas à toute épreuve. Et pendant ce temps-là, lui, le gouvernement fédéral, se dote de pouvoirs économiques importants pour stimuler le marché en soutenant la création d'emplois et la consommation. Et donc, c'est à l'occasion de la guerre en particulier que le gouvernement fédéral va mettre en œuvre une panoplie de programmes sociaux qui s'attaquent directement à l'autonomie des provinces. Les nationalistes devront donc enfourcher un nouveau cheval de bataille, soit la résistance à la centralisation des pouvoirs, ce que j'analyserai dans la prochaine conférence. Merci de votre attention et à la prochaine.